Un millionnaire a été condamné à la chaise électrique, mais juste avant d'être exécuté, il a supplié de voir ses 3 filles triplées, et ce qu'elles ont fait a fait éteindre la machine immédiatement. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville m'écoutez-vous? J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Le jour où Luca Santamaria fut programmé pour mourir, le soleil ne se leva jamais complètement. Un brouillard épais recouvrait la prison d'État de San Eugenio comme un voile qui refusait de laisser voir ce qui allait se passer à l'intérieur. Comme si même le ciel se refusait à être témoin de ce que le monde avait décidé de faire de lui. Luca avait 58 ans, bien que sur son visage le temps sembla avoir couru avec rage. Ses cheveux, autrefois noirs et épais, pendaient désormais en désordre, gris, sur son front. Ses yeux, creusés par le manque de sommeil, conservaient encore cette lueur gênante de ceux qui ne renoncent pas, même quand ils n'ont plus de raison apparente de rester debout. Dans sa cellule, marquée d'un numéro que plus personne ne prononçait, Luca tenait entre ses doigts une vieille photo. 3 bébés, presque identiques, souriaient depuis le papier jauni. Des triplés. Elles étaient la seule raison pour laquelle il respirait encore. Il ne craignait pas la mort. Il craignait de mourir sans les revoir. Luca Santamaria? Demanda d'une voix sèche un garde en uniforme de l'autre côté des barreaux. Dans une demi-heure, on descend. Tu connais déjà le protocole. Luca ne répondit pas. Il se contenta de faire glisser ses doigts sur les petits visages de ses filles sur la photo. Il se souvenait d'elles avec l'odeur du lait tiède, avec des rires saccadés, avec de petites mains accrochées à sa barbe les dimanches après-midi. Elles étaient la seule chose pure de sa vie. La seule qui n'avait pas été salie, jusqu'à ce qu'on les lui arrache. À l'extérieur de la cellule, les couloirs de la prison vibraient d'une tension électrique. Certains fonctionnaires évitaient de croiser les regards. Non pas parce qu'ils se sentaient coupables, mais parce qu'ils savaient que ce qui allait se passer serait rappelé pendant des années. L'exécution d'un homme qu'on avait autrefois surnommé le roi du cristal, un magnate du bâtiment qui avait construit des hôpitaux, des écoles, des stades, mais qui n'était désormais plus qu'un numéro de plus sur une liste barrée à l'encre rouge. Tu crois que c'était lui? Demanda à voix basse un jeune gardien à son collègue en marchant dans le couloir. Je ne sais pas, mais ça n'a plus d'importance, non? Le doute restait suspendu dans l'air, comme la fumée d'une cigarette que personne n'ose écraser. Dans une autre partie de la prison, une télévision allumée diffusait un journal du matin. L'image de Luca apparaissait à l'écran, avec la légende, le millionnaire qui a fini sur la chaise. Les présentateurs parlaient avec des voix affectées, comme s'ils racontaient la fin d'un feuilleton et non la vraie vie d'un homme qui, dans quelques heures, n'existerait plus. C'était un procès médiatique, Giulietta, sans aucun doute, disait le présentateur. Mais il est aussi vrai que personne n'est au-dessus de la loi. Peu importe combien tu as d'argent. Si tu commets un crime, tu paies. Bien sûr, mais la question reste, l'a-t-il commis? L'écran montra des extraits du procès. L'accusation, menée par le procureur Castanda, parlait avec véhémence de preuves accablantes, d'un mobile clair, d'appels suspects. Mais l'avocat de la défense semblait invisible, comme s'il avait abandonné avant même de commencer. Luca ne cria pas. Il ne pleura pas. Il écouta seulement, le regard fixé sur un point mort au sol. À l'extérieur du tribunal, la foule hurlait son nom avec rage. On l'appelait monstre, assassin, traître. Le mot « coupable » se répétait comme un tambour de guerre. À ce moment-là, le récit public n'avait pas besoin de preuves. Il avait seulement besoin de quelqu'un à blâmer. Luca posa la photo sur la petite table de sa cellule et se leva lentement. Il s'approcha du lavabo rouillé et se mouilla le visage. Pas pour se rafraîchir. Seulement pour sentir quelque chose. Car depuis des jours, son corps lui semblait étranger, comme s'il avait déjà commencé à partir. Une voix douce rompit le silence. Tu penses à elle? C'était l'aumônier de la prison. Un vieil homme, aux pas lents et aux mots mesurés. Il avait vu trop d'adieux pour parler inutilement. Luca acquiesça, sans le regarder. Je n'ai pas cessé de penser à elle un seul jour en disant, dit-il d'une voix faible. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas si elles se souviennent de moi. Je ne sais pas si elles me détestent. L'aumônier s'assit en face de lui. Veux-tu que je prie pour toi? Non.
Je veux seulement que tu pries pour elle. » Il y eut un long silence. Le genre de silence qu'aucun mot ne peut remplir. Dans un autre coin de la ville, dans les archives poussiéreuses d'un journal oublié, une jeune journaliste faisait glisser ses doigts sur un dossier marqué du nom, Santa Maria, Lucas. Les feuilles étaient jaunies, mais leur contenu brûlait encore. « Ça n'a aucun sens, murmura-t-elle pour elle-même. Les dates ne correspondent pas. L'appel est arrivé après le meurtre, pas avant. Elle s'appelait Victoria. Bien que personne ne le sache encore, elle était l'une des triplées. Mais revenons à Lucas. Dehors, devant la cellule, l'horloge marquait 6h45. À cette heure était prévue la préparation finale. Pour son dernier repas, Lucas avait demandé quelque chose de simple, du riz au lait, comme celui que préparait Clara, sa femme, lorsqu'ils venaient de se marier. Clara était morte il y a 11 ans. Le cancer l'avait consumée en moins de 6 mois. Ce fut rapide, cruel et silencieux. Quand elle partit, Lucas cessa de parler pendant des semaines. Il ne parlait que pour ses filles. « Papa, tu seras triste pour toujours ?» lui avait demandé Alma un soir, serrée contre son cou. « Non, mon amour, pas toujours. » Il avait menti. Car la douleur ne s'en était jamais allée. Il avait seulement appris à la cacher derrière les affaires, les réunions, les voyages, les dons publics. En vérité, depuis la mort de Clara, il ne savait plus ce que signifiait vivre avec un cœur entier. Et puis, vint la chute. Une jeune journaliste d'investigation, courageuse, fut retrouvée morte dans un hôtel du centre. La scène était entourée de mystères. Mais dans son sac se trouvait l'incarnet. Avec un nom écrit plusieurs fois, Lucas Santamaria. Les autorités s'y accrochèrent comme à une balle en argent. Lucas fut arrêté sans avertissement, sans possibilité de laver son nom. Les journaux firent le reste. Témoignages vagues, rumeurs non confirmées, appels manipulés. En moins de 3 mois, il fut déclaré coupable. Les fillettes, âgées de seulement 6 ans, furent placées sous la tutelle de l'État. Les autorités affirmèrent qu'aucune famille ne pouvait prendre en charge 3 enfants à la fois. Alors elles prirent une décision, les séparer. « C'est mieux pour elles, » dit l'assistante sociale. « Elles seront dans de bonnes familles. » Lucas se brisa. « Non. Ne les séparez pas. Elles sont tout ce que j'ai. » Mais personne n'écouta. Personne ne se retourna. À présent, 10 ans plus tard, il était sur le point de mourir, sans savoir si elles étaient encore en vie, si elles se connaissaient, si elles s'appelaient au moins par leur vrai prénom. Le garde revint. « C'est l'heure. » Lucas inspira profondément. Il se recoiffa avec ses mains. Il prit la photo et la glissa dans la poche de sa chemise. Il marcha avec dignité. Ses pas résonnaient dans le couloir de béton. De chaque côté, des cellules en silence. D'autres détenus observaient, certains avec respect, d'autres avec crainte. La mort, quand elle s'approche de quelqu'un, laisse une empreinte que tous ressentent. Il arriva dans la salle. Une pièce froide, blanche, avec plus de caméras que de meubles. La chaise était prête. Un médecin se préparait, un dossier à la main. Personne ne disait rien. Personne ne voulait trop parler, comme si chaque mot faisait d'eux les complices d'un acte irréversible. Lucas s'assit. L'un des fonctionnaires s'approcha. Dernier mot. Lucas leva les yeux. Il réfléchit. Il ne voulut pas parler de son innocence. Il ne voulut pas crier. Il ne voulut pas implorer. Il dit simplement. Je veux les voir. Laissez-moi juste les voir. Laissez-moi voir mes filles avant de mourir. Tous se regardèrent. L'horloge marquait 6h58. Le noir tomba dans un silence qui résonna plus fort que n'importe quel cri. Personne ne savait s'ils y parviendraient. Personne ne savait s'ils le méritaient. Mais l'horloge n'attend pas. Et la vérité, restait encore à révéler. Alors que Lucas Santamaria attendait, le corps déjà attaché et les yeux fermés dans la salle glaciale de la prison, quelque part dans le monde, ses filles respiraient sans savoir que la vie les appelait. Séparées par le système, par la cruauté de décisions déguisées en protection et par les années qui les avaient rendues étrangères, elles portaient le même sang, mais pas le même destin.
Alma se réveilla au son des chants. Comme chaque jour depuis des années, sa mère adoptive commençait la matinée en priant à haute voix, invoquant un Dieu qui ne semblait jamais répondre. La maison sentait l'humidité et l'enfermement. C'était une vieille bâtisse, cachée entre des collines rurales, loin de toute ville, loin du bruit, et surtout, loin des questions. La femme qui l'avait adoptée se faisait appeler sœur Myriam, mais elle n'était ni religieuse, ni membre d'aucune congrégation officielle. C'était une fanatique, une Bible usée dans une main et une ceinture de cuir dans l'autre. Alma devait l'appeler « maman » à voix basse et sans la regarder dans les yeux. Elle n'avait pas le droit de porter de pantalon. Pas le droit de rire. Pas le droit de parler de son passé. « Ton passé n'existe pas, petite » disait Myriam d'une voix grave. « Cet homme n'était pas ton père. C'était ton châtiment. » À 6 ans, Alma tenta de lui parler de ses sœurs. Elle se souvenait de Victoria, toujours gagnante au jeu. De Luz, qui pleurait chaque fois qu'on éteignait la lumière. Mais Myriam l'interrompit d'un coup sec sur la table. « Tais-toi. Le silence est ta rédemption. » Alma apprit à obéir. À se taire. À passer inaperçue. Elle apprit à prier sans croire, à baisser les yeux alors qu'elle voulait crier. Pendant des années, elle grava des noms sur les murs de sa chambre avec une écharde cachée sous le matelas. Alma, Luz, Victoria. Parfois, on les effaçait. Parfois, on les laissait comme punition. Mais elle recommençait toujours. Au village, personne ne la connaissait comme une fille. Elle était la fillette muette, l'étrange qui n'allait pas à l'école et qui marchait les yeux baissés. Seul le facteur lui adressait quelques mots, toujours brefs, comme s'il craignait d'être observé. À 15 ans, Alma commença à rêver d'un visage qu'elle ne parvenait pas à identifier complètement. Un homme barbu, aux yeux tristes, et une voix qui disait « Je ne vous laisserai jamais seule ». Elle se réveillait en larmes. Toujours. À l'autre bout du pays, Luz s'éveillait sur des cartons. La rue était devenue sa maison depuis des années. La première fois qu'elle fut adoptée, elle avait 5 ans. L'homme qui l'avait recueillie avec sa femme paraissait gentil, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant biologique. Dès ce jour, Luz devint une erreur. Chaque semaine, on la confiait à différents parents comme un colis encombrant. À 7 ans, elle s'enfuit. Elle passa par plus de 5 foyers avant de tomber entre les mains de Gabriel, un homme élégant, au sourire aimable et aux yeux vides. Il promit de la protéger, de l'éduquer, de prendre soin d'elle. Il lui acheta des vêtements neufs, lui donna une chambre aux rideaux roses. Mais cette chambre n'avait pas de verrou, et les visites nocturnes commencèrent vite. « Tu es spéciale, Luz » lui disait-il. « Personne ne t'aimera comme moi. » À 10 ans, elle ne parlait déjà plus à personne. Les larmes ne venaient plus. Son corps souffrait parfois, mais elle l'acceptait comme une partie de ce qu'elle était. À 12 ans, on l'obligea à accompagner d'autres filles dans des lieux qu'elle ne comprenait pas. On lui dit de ne pas poser de questions, seulement de sourire. Certaines ne revenaient pas. Elle, oui. Elle s'échappa une nuit où il pleuvait tant que les rues ressemblaient à des rivières. Elle courut jusqu'à ce que ses pieds saignent. Depuis lors, elle vécut entre gares, églises vides et maisons abandonnées. Elle devint invisible. Elle apprit à détecter le danger à l'odeur. À lire les gestes des hommes avant qu'ils ne parlent. Un jour, une bénévole d'un refuge lui montra comment utiliser un vieil ordinateur. Luz découvrit Internet. Elle apprit seule. Elle copiait des codes de forum. Jouait avec des mots de passe. Pénétrait dans des sites restreints comme s'il s'agissait de jeux. Elle devint experte pour se protéger derrière l'écran. Mais malgré cela, elle ne chercha jamais personne. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Victoria vivait dans une maison à 2 étages, aux larges baies vitrées et aux murs ornés d'art moderne. De l'extérieur, c'était une vie parfaite. Elle avait été adoptée par Ernesto, un avocat prospère avec des connexions dans tout le système. Il l'habillait de vêtements chers. L'emmenait au restaurant. Lui parlait avec tendresse. Mais tout avait un prix. À 7 ans, Victoria vola pour la première fois. Son nouveau père l'entraînait comme une apprentie en affaires, sauf que ses affaires étaient autres. Ernesto dirigeait un réseau de vols sélectifs. Il emmenait Victoria dans des foires, des musées,
des banques. Il lui apprenait à lire les expressions, à marcher sans être vu. À manipuler. Tu es brillante, lui disait-il. Comme une vraie fille. Victoria apprit vite. À 13 ans, elle avait déjà escroqué 5 femmes avec de fausses cartes. À 14, une policière l'arrêta. Ernesto la tira d'affaire d'un simple coup de fil. Ensuite, il lui fendit la lèvre d'un coup sec et lui dit « Ne refais jamais d'erreur devant des témoins. » Depuis ce jour, Victoria cessa de le voir comme un père. Elle commença à planifier sa fuite. Elle vola un vieil ordinateur portable, conserva des preuves, enregistra des conversations. À 16 ans, elle partit avec tout le matériel et disparut. Elle s'installa dans une petite ville, changea de nom et commença à écrire. Ses articles étaient précis, directs, dérangeants. Personne ne savait que derrière cette jeune journaliste se cachait une histoire encore plus sombre. Personne ne connaissait son vrai nom. Pas même elle. Victoria portait en elle un vide qu'elle ne savait pas nommer. La nuit, elle regardait un bracelet cassé qu'elle gardait depuis l'enfance. Il portait les initiales VS tracées au feutre, presque effacées. Elle sentait que ce bracelet lui parlait. Que quelqu'un, quelque part, avait voulu la protéger. Mais elle n'avait jamais trouvé de réponse. Jusqu'au jour où elle vit la nouvelle. Dans le bar où elle travaillait à mi-temps, une vieille télévision accrochée au mur attira son regard avec un titre « Lucas Santamaria sera exécuté dans 48 heures ». Le visage de l'homme était flou, vieilli, mais ses yeux, il y avait quelque chose de familier en eux. Quelque chose qui lui serra la poitrine sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle se leva sans demander la permission. Courut aux toilettes. Vomit. Puis, elle attrapa son ordinateur portable. Se mit à lire. À fouiller. Elle retrouva de vieux articles, des photos oubliées. L'une d'elles montrait un jeune homme en costume, portant 3 bébés identiques. Son cœur frappa sa poitrine comme s'il voulait s'en échapper. « Qui es-tu » murmura-t-elle au moniteur. « Qui diable es-tu » Pendant ce temps, la même nuit, nous observait un écran cassé dans une boutique. Le même visage. Le même titre. Elle sentit un coup dans l'estomac, comme si quelque chose en elle se souvenait de ce que l'esprit avait oublié. Elle marcha en titubant. Entrée dans un cybercafé, elle chercha le nom. Elle ne savait pas pourquoi. Elle l'a fait, point. Elle trouva le visage. L'histoire. Le scandale. Elle eut l'impression que sa tête allait exploser. Mais alors, parmi les articles, elle tomba sur une image. Une vieille photo. 3 fillettes. L'une d'elles avait une petite cicatrice au sourcil droit. La même que celle qu'elle voyait chaque matin en se regardant dans le miroir. Alma, depuis sa chambre, entendit le nom, Lucas Santamaria, à la télévision du village, alors qu'elle passait devant l'épicerie. Personne ne fit attention, mais elle s'arrêta. Pas pour la nouvelle. Pour la voix du journaliste. Car, en parlant de l'affaire, ils répétèrent une phrase. Et selon des sources proches, avant sa condamnation, Santamaria a crié « Je ne les laisserai jamais seuls ». Alma laissa tomber le sac de pain. Les mots lui touchèrent l'âme. Ce n'était pas possible. Personne ne savait cela. Personne, sauf elle. Elle courut jusqu'à chez elle. Ferma la porte. Sortit l'écharde cachée. Se remit à écrire les noms sur le mur, en tremblant. Alma. Luz. Victoria. Les 3, depuis des lieux différents, lurent le même nom. Elles éprouvèrent le même vertige. Se rappelèrent la même promesse. Et, pour la première fois depuis de nombreuses années, la peur qui les avait fait fuir fut remplacée par une question qui faisait plus mal que n'importe quel coup. Et si ce n'était pas lui le coupable ? Le compte à rebours avait commencé. Et aucune d'elles n'était prête à continuer à vivre sans connaître la vérité. La nouvelle flottait comme un couteau suspendu au-dessus de leur tête. Lucas Santamaria serait exécuté dans moins de 48 heures. 3 femmes, séparées par des géographies, des enfances brisées et des souvenirs flous, sentaient la même boule dans la gorge. Quelque chose de plus fort que la peur les poussait à agir. Un élan qui ne venait pas de la logique, mais d'un recoin profond de l'âme.
Cet homme que la justice appelait coupable était aussi la seule figure qui revenait comme un écho lointain dans leurs mémoires les plus enfouies. Victoria fut la première à agir. Elle claqua son ordinateur portable et quitta son appartement, un sac à dos sur l'épaule. Le ciel gris semblait imiter son état. Elle marcha jusqu'à une gare routière et acheta un billet pour la capitale sans réfléchir. Elle n'avait pas de plan. Elle avait de l'urgence. Pendant le trajet, elle relut tous les articles écrits sur Lucas. Elle remarqua des incohérences, des trous, des affirmations sans source. Dans l'une des vidéos du procès, elle aperçut au fond un homme tenant un dossier qui n'avait jamais été mentionné. Elle mit sur pause. Agrandit l'image. Elle eut l'impression d'être derrière un mur de fumée, mais quelque chose lui disait que là, précisément là, commençait une fissure. Luz se trouvait dans une petite pièce, entourée de câbles et d'écrans qui clignotaient de codes sans fin. Elle était devenue une ombre numérique, un fantôme ayant accès à des lieux interdits. Elle avait passé des années à fouiner les secrets de gouvernements et d'organisations qui préféraient le silence. Son vrai nom n'existait plus dans aucun système. Aux yeux du monde, elle n'était qu'une autre sans-abri respirant sous les ponts. Mais elle détenait plus de pouvoir que beaucoup ne l'imaginaient. Quand elle lut la nouvelle, son corps réagit avant son esprit. Une douleur au thorax. Une image floue d'un homme embrassant 3 fillettes. Presque sans s'en rendre compte, elle inscrivit le nom Lucas Santamaria dans un moteur de recherche chiffré. Elle pénétra des bases de données judiciaires. Accéda à des archives restreintes. Ce qu'elle trouva était confus. Le rapport médico-légal existait en 2 versions. L'une était signée. L'autre, non signée, disait le contraire. Elle conserva les 2. Puis chercha plus encore. Une adresse apparut à l'écran. Le nom de la journaliste assassinée. Le dossier de l'affaire. Ça ne colle pas, murmura-t-elle, tandis que la tension s'installait dans la nuque. Rien ne colle. Alma quitta en cachette le village où elle avait vécu ces dernières années. Elle n'emportait aucun bagage. Juste un vieux sac à dos avec la même photo qu'elle gardait depuis l'enfance, 3 fillettes enlacées sur une couverture, avec le nom « Santa Maria » écrit sur le bord. Au village, personne ne la chercherait. Elle était invisible. Mais maintenant, elle devait redevenir visible. Elle prit un train pour la ville la plus proche. Dans sa poche, elle avait une carte professionnelle qui disait ce que le monde ignorait, elle était avocate. Elle s'était formée en secret, envoyant des courriers, lisant des livres en cachette. Chaque examen, elle l'avait passé sous un autre nom, chaque stage avait été à distance. Elle avait fait cela parce qu'elle devait comprendre pourquoi sa vie avait été détruite. Et maintenant, enfin, elle comprenait pourquoi elle avait appris. Arrivée en ville, elle se rendit à une bibliothèque publique et demanda l'accès au registre judiciaire de l'affaire Santamaria. On le lui refusa. « Vous n'êtes pas autorisé à consulter un dossier clos », lui dit une fonctionnaire au visage dur. Alma fixa la femme du regard. « Il n'est pas clos. Ils vont l'exécuter dans 2 jours. S'il se trompe, vous serez aussi responsable. » La femme l'ignora. Alma recula. Sortit sans montrer de colère. Dehors, elle sortit son téléphone. Appela un contact. Une voix masculine répondit. « Je te dois une, dit Alma. J'ai besoin des dossiers de l'affaire Lucas Santamaria. Tous. Aujourd'hui. » Victoria arriva en ville au crépuscule. Elle marcha jusqu'à un café miteux où elle avait rendez-vous avec une personne qu'elle ne connaissait que par des discussions cryptées. Elle s'assit à la table du fond. Quelques minutes plus tard, une jeune femme à l'air négligé s'installa en face d'elle. Elle avait une cicatrice au sourcil droit. « Victoria ?» demanda la jeune femme. « Qui es-tu » Luz, répondit-elle d'une voix sèche. « Je t'ai traqué. J'ai eu du mal à te retrouver. Mais je savais que tu viendrais. » Victoria déglutit. Il y avait quelque chose de familier dans les yeux de cet inconnu. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais qui lui donnait la chair de poule. « Toi aussi ?» Luz hocha la tête. Elle sortit une feuille imprimée. C'était la même photo des 3 fillettes. Elle se regardait depuis le papier. En silence. « Où est la 3e ?» demanda Luz.
Je ne sais pas, dit Victoria. Mais nous allons la retrouver. Cette même nuit, Alma reçut un message chiffré. Une adresse. Une heure. Elle arriva sur place. Un entrepôt abandonné. En entrant, elle trouva deux femmes qui l'observaient en silence. Ce fut un instant éternel. Pas de mots. Seulement une énergie indéniable. Comme si trois pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. Toi aussi, tu as la photo ? Demanda Victoria. Alma acquiesça. Elle sortit la sienne. Déchirée, sale, mais c'était la même image. Ce n'est pas un hasard, dit Luz. On nous a séparés pour une raison. Pas seulement à cause d'adoption. C'était organisé. Par qui ? Demanda Alma. Et pourquoi ? Je ne sais pas, répondit Luz. Mais je sais une chose. Luca Santamaria n'a pas tué cette femme. Victoria s'approcha avec son ordinateur portable. Le procès était une farce. Il n'y a aucune preuve solide. Tout repose sur un prétendu appel qui n'a jamais été officiellement enregistré. Et le médecin légiste, il existe deux rapports différents. L'un signé. L'autre non. On peut le prouver ? Demanda Alma. Pas encore. Mais j'ai accès à plus de choses. Luz alluma son propre matériel. Je peux accéder aux emails du procureur. S'il y a eu manipulation, elle est là. Pendant des heures, elles travaillèrent sans relâche. Alma analysait les documents juridiques. Victoria organisait la chronologie des faits. Luz pénétrait et sortait de systèmes protégés. Entre les mots, leurs histoires s'entremêlaient. Elles découvrirent que les trois procureurs de l'affaire avaient reçu des promotions immédiates après le procès. Que l'entreprise de sécurité ayant manipulé la scène du crime était sous contrat avec le gouvernement. Que la journaliste assassinée avait laissé des notes manuscrites qui n'avaient jamais été incluses dans le dossier. Elle avait peur, dit Victoria en lisant un des fragments. Elle a écrit que quelqu'un la suivait. Et elle a nommé Luca comme sa seule source fiable. Alors pourquoi l'avoir accusée ? Demanda Alma. Parce qu'il fallait la réduire au silence, répondit Luz. Et lui, il était au mauvais endroit. Soudain, Alma s'arrêta. Attendez. Il y a encore quelque chose. Ce nom, cette femme du jury. C'est familier. Elle chercha dans un autre document. Elle trouva la connexion. La femme était la cousine du procureur Castanda. C'est illégal, dit Alma d'une voix tendue. Cela annule le procès. Victoria se leva de sa chaise. Nous devons arrêter l'exécution. On va nous ignorer, dit Luz. Personne ne nous écoutera. Alors nous les obligerons à nous écouter, répondit Victoria. Comment ? En exposant la vérité. Avec des preuves. Avec du bruit. Avec tout. Alma regarda l'heure. Il reste 36 heures. Ce n'est pas suffisant, dit Luz. Victoria inspira profondément. Il faut que ça le soit. À cet instant, Luz ouvrit un fichier caché. C'était un enregistrement audio. Elle le lança. Une voix tremblante parlait. Je ne peux pas continuer ainsi. On l'a utilisé. Ce n'était pas lui. J'ai été obligée de signer. Qui est-ce ? Demanda Alma. Le légiste, répondit Luz. Il a enregistré ceci quelques jours avant de mourir dans un supposé accident. Le silence fut absolu. C'était la première preuve réelle. Quelque chose qui pouvait faire pencher la balance. Nous devons porter cela devant un juge, dit Alma. Ou à la presse, dit Victoria. Ou dans la rue, dit Luz. 3 chemins. 3 sœurs. Une seule vérité. Cette nuit-là, les filles du silence sont devenues un cri. Et le compte à rebours continuait. 35 heures. C'était tout ce qu'elles avaient. 35 heures pour trouver des preuves, convaincre quelqu'un de pouvoir, arrêter une exécution. 35 heures pour déterrer une vérité qui avait été enterrée à coups, mensonges et convenances politiques. Alma, Luz et Victoria se réunirent à nouveau dans la cave où elles s'étaient rencontrées pour la première fois. L'air était lourd. Personne ne voulait le dire à voix haute, mais toutes pensaient la même chose,
Et si nous avions tort? Nous avons un audio sans signature légale, dit Victoria en regardant l'écran de son ordinateur portable. Ce n'est pas suffisant pour arrêter un processus d'exécution. Alors que faisons-nous? Attendons qu'il le tue? Dit Luz, nerveuse, marchant de long en large avec les poings serrés. Non, intervint Alma. Nous avons besoin de témoins. Des personnes qui ont travaillé avec lui. Quelqu'un qui peut remettre en question le verdict initial. C'est tout. Un doute raisonnable. C'est tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. À condition qu'il veuille parler, dit Victoria. Et qu'il n'ait pas peur. Ou qu'il soit encore en vie. Elles décidèrent de se séparer. Chacune suivrait une piste différente. Alma commença par retrouver un ancien assistant juridique du cabinet de Lucas. Il lui fallut 2 heures pour obtenir son numéro, et une de plus pour le convaincre de lui accorder 10 minutes pour parler. Ils se donnèrent rendez-vous dans un parc discret, sans caméra. L'homme arriva avec des lunettes noires et la veste relevée. « Vous ne devriez pas faire ça, lui dit-il dès qu'elles s'assirent. Je veux juste savoir s'il l'a fait, répondit Alma sans détour. Lucas en était-il capable? L'homme baissa les yeux. Je ne l'ai pas vu le faire, mais je savais des choses. Des choses que personne ne voulait voir révélées. Quel genre de choses? Des clients politiques. Des transferts vers des comptes étrangers. Il y avait de l'argent qui arrivait sans explication. Et Lucas ne demandait rien. Il signait simplement. Et la journaliste? L'homme fit une pause. Avala sa salive. Elle est venue au cabinet une fois. Elle n'est pas entrée dans son bureau, mais a laissé une lettre. 3 jours plus tard, elle est morte. Alma resta silencieuse. Elle voulait croire à l'innocence de son père, mais chaque information ouvrait une nouvelle blessure. Quand l'homme partit, elle sentit le sol bouger sous ses pieds. Luz, quant à elle, avait retrouvé un ancien agent de sécurité de l'immeuble où le crime avait été commis. Il avait été renvoyé après avoir déclaré avoir vu une silhouette masculine sortir la nuit du meurtre, mais son témoignage n'avait jamais été accepté par le procureur. Elle le trouva dans une modeste maison, loin de la ville. Elle frappa à la porte. Personne ne répondit. Elle frappa à nouveau. Rien. Elle allait partir quand la porte s'ouvrit légèrement. Que voulez-vous? Savoir la vérité. Rien de plus. L'homme, d'environ 60 ans, avait les yeux gonflés et les gestes lents. Il ouvrit la porte complètement et la laissa entrer. J'ai vu quelqu'un sortir cette nuit-là. Ce n'était pas Lucas. Il était plus petit. Il portait une veste noire. Je m'en souviens parce qu'il boitait. Lucas ne boitait pas. Il marchait droit, toujours bien droit. Vous l'avez dit dans votre témoignage? Bien sûr. On m'a dit que j'étais confus. Que ça n'aidait pas. Vous ont-ils menacé? Pas directement. On m'a proposé de l'argent pour partir. Je n'ai pas retravaillé depuis. Mais je ne veux pas m'y replonger. Ne me cherchez plus. Il partit avant que Luz ne puisse le remercier. Sur le chemin du retour en ville, une voiture sombre la suivit pendant plus de 10 rues. Elle se cacha dans une ruelle et la perdit. Mais il était déjà clair que quelqu'un les observait. Victoria a tenté de contacter la journaliste qui avait hérité de l'affaire après le meurtre. Elle s'appelait Lydia Munoz. Au début, elle a refusé de parler, mais ensuite elle a accepté une rencontre brève dans un café du centre-ville. « Je ne vais rien enregistrer, dit Lydia. Ce n'est pas une interview. Je veux juste savoir ce que vous savez. Je sais que le procès a été rapide. Je sais que les preuves étaient faibles. Je sais que la plupart des médias ont vendu la version officielle parce que c'était plus facile que d'enquêter. Et je sais que tu ressembles trop à la fille disparue. » Victoria se tendit. « Quelle fille? » Lucas avait des triplés. « Tu en es une, n'est-ce pas? » Victoria ne répondit pas. Mais son visage ne laissait aucun doute. « Alors tu comprends pourquoi c'est dangereux. Si tu continues à chercher, tu finiras comme ton père. Enterré sous des accusations que tu ne pourras pas laver. Alors aide-moi à l'éviter. » Lydia la regarda fixement. Elle hésita. Puis sortit un vieux carnet de son sac. «
Ton père connaissait la journaliste. Mais pas comme on l'a dit. Elle avait confiance en lui. Elle croyait qu'il pouvait dénoncer les vrais responsables. Je l'ai su par une source qui est morte peu de temps après me l'avoir raconté. Qui? Un policier scientifique. Le même qui a signé le rapport final. Il a dit que sa signature avait été falsifiée. Victoria prit note mentalement. Lydia se leva. Ne me cherche plus. Les trois sœurs se retrouvèrent à nouveau cette nuit-là. L'atmosphère était tendue. Alma raconta ce qu'elle avait entendu. Luz rapporta le témoignage du gardien. Victoria révéla l'information la plus délicate, que Lucas connaissait bien la victime. Et maintenant? Demanda Luz. On croit en lui ou pas? Alma ne répondit pas. Victoria se leva. Elle marcha jusqu'à une boîte où étaient conservés les documents. Elle sortit un dossier. Il y a un endroit que nous n'avons pas encore examiné. Le parking où le corps a été retrouvé. Il a déjà été enquêté, dit Alma. Oui, par eux. Pas par nous. Luz hocha la tête. Il peut y avoir des caméras. Certaines vidéos sont conservées pendant des années si elles ne sont pas remplacées. Peux-tu y avoir accès? Demanda Alma. Oui. Mais je dois y entrer physiquement. Elles décidèrent d'y aller toutes les trois. C'était risqué, mais elles ne pouvaient pas se séparer de nouveau. Elles prirent une voiture volée par Victoria quelques semaines auparavant, encore avec la plaque modifiée, et se dirigèrent vers le parking souterrain où, selon les registres, la journaliste avait été retrouvée. L'entrée était fermée. Luz manipula la serrure. Elles entrèrent. Elles descendirent jusqu'au niveau 3. Il y avait de la poussière, de l'humidité et une étrange sensation dans l'air, comme si l'endroit gardait l'écho de ce qui s'était passé. Victoria chercha la salle de maintenance. Derrière une porte rouillée, elles trouvèrent une salle de moniteurs éteints. Luz connecta son équipement portable et se mit au travail. C'est vieux, très vieux, mais pas complètement mort. Pendant 20 minutes, elles ne dirent pas un mot. Le silence n'était interrompu que par les clics du clavier. Puis Luz leva la main. Voilà. À l'écran apparut un enregistrement. Date, la nuit du meurtre. Une silhouette entrait dans le parking. C'était un homme. Ce n'était pas Lucas. Il est petit, dit Alma. Et boitille. C'est le même que le gardien a vu, ajouta Luz. La caméra le suivait. On voyait comment il ouvrait la porte de l'ascenseur. Puis un autre plan. Un autre angle. La victime descendait quelques minutes plus tard. Ils ne semblaient pas se connaître. Ici, dit Victoria. Ce moment. Cela change tout. L'homme sortait ensuite, seul. Sans la victime. Nous avons la preuve. Pas complètement, dit Alma. On ne voit pas le visage. Mais nous avons l'heure. La date. Le profil. Et le témoignage du gardien. Cela, avec l'enregistrement du policier scientifique, pourrait suffire à arrêter l'exécution. Luz a téléchargé le fichier. Elle a sauvegardé des copies. Elle a fait des sauvegardes. Et si cela ne suffit pas? Alors nous le rendrons public, dit Victoria. Avec les noms, avec tout. Alors qu'elle rentrait, une voiture les intercepta. 3 hommes descendirent. Luz tenta de courir, mais l'un d'eux la poussa contre un mur. Arrêtez de fouiner là où vous ne devriez pas, dit l'un d'un accent marqué. Cette histoire a déjà une fin. Victoria a tout enregistré sur son téléphone sans qu'il s'en aperçoive. Lorsque les hommes sont partis, elle montra l'écran. Maintenant nous avons plus de preuves. Alma se leva du sol. Elle avait du sang sur la lèvre. Il n'y a pas de retour en arrière. L'horloge indiquait 22h17. 30h. Et elle ne savait toujours pas si leur père était innocent. Mais maintenant, elle savait autre chose. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que la vérité éclate. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elles étaient plus proches de la découvrir. La vérité ne se montrait pas d'un seul coup. Elle se révélait par morceaux, comme une peinture cachée sous des couches de poussière et d'oubli. Les sœurs savaient qu'elles touchaient à quelque chose de grand, quelque chose qui dépassait leur père.
L'affaire Santa Maria n'était pas seulement une injustice. C'était un monument bâti sur des mensonges soigneusement entretenus par des mains trop puissantes. Le fichier de la caméra de sécurité continuait de tourner en boucle sur l'écran portable de Luz. L'image était ancienne, en noir et blanc, de faible qualité, mais suffisante pour distinguer la silhouette du véritable assassin. L'homme boitait. Il portait un long manteau et une mallette. Il entrait seul dans le parking. 15 minutes plus tard, la journaliste descendait de l'ascenseur. Les caméras n'avaient pas capté le moment exact du crime, mais montraient la séquence suffisante. L'homme sortait le premier, visiblement perturbé, et elle ne réapparaissait jamais. Victoria passait chaque seconde de ces images au crible comme si sa vie en dépendait. Au fond, elle savait que c'était le cas. Ce que les trois détenaient à ce moment-là était une bombe. Si elle explosait, elle pourrait faire tomber bien plus qu'une condamnation. Elle pourrait révéler un réseau corrompu qui avait utilisé la vie de leur père comme bouclier. Cet homme, dit Alma d'une voix tremblante, n'est pas n'importe qui. Regarde. Luz arrêta l'image. Elle agrandit le visage depuis un des angles les plus clairs. C'était flou, mais un détail ressortait, un insigne sur le manteau. Alma le reconnut immédiatement. Il est du ministère de la Sécurité publique. Cet homme travaille pour l'État. Victoria s'approcha de l'ordinateur portable et compara l'image avec une base de données filtrée que Luz avait obtenue quelques semaines auparavant. Il leur fallut 3 heures pour croiser les visages. Finalement, une correspondance à haut pourcentage apparut. Le voici, murmura Luz. Le nom apparu à l'écran fit frissonner les trois. Marco Yanné, lut Victoria à voix basse. Directeur des opérations spéciales du gouvernement. Actif actuellement. Alma s'assit. L'air était lourd. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, il l'avait sous les yeux. Oui, il le savait et on couvert, dit Luz, les yeux froids. Victoria consulta de vieilles nouvelles. Dans l'une d'elles, Yanné apparaissait lors d'une conférence de presse, le jour suivant le procès contre Lucas. Derrière le procureur Castanda, comme s'il faisait partie de la machinerie. Cela faisait partie du plan, dit-elle. Il savait que la journaliste avait quelque chose. Quelque chose de grand. Lucas était au milieu, et ils l'ont sacrifié. Et ils nous ont séparés, ajouta Alma. Ils nous ont jetés dans le système comme des déchets. Parce qu'ils ne pouvaient pas permettre que nous soyons unis. Nous sommes la preuve vivante que Lucas n'était pas un monstre, dit Luz. Victoria inspira profondément. Maintenant, nous devons agir. Tout de suite. Elles cherchèrent l'aide de quelqu'un d'autre. Elles ne pouvaient pas apporter cette preuve à n'importe quel bureau. Il leur fallait quelqu'un d'expérimenté, qui connaissait les entrailles du système. Alma contacta un ancien professeur à elle. Un homme qui avait été procureur pendant presque 20 ans et qui, après sa retraite, enseignait le droit pénal. Son nom était Elias Montenegro. Il répondit à l'appel sans enthousiasme, mais accepta de les recevoir dans son bureau à midi. Lorsqu'elles arrivèrent, l'atmosphère était sobre. Des livres empilés jusqu'au plafond, des dossiers poussiéreux, et un vieux drapeau accroché au mur. L'homme, à la barbe blanche et au regard perçant, les observa avec méfiance. « Vous êtes les filles de Santa Maria ?» « Oui, répondit Alma. Et nous avons des preuves que notre père est innocent. » Elias ne fut pas surpris. Il semblait le soupçonner depuis longtemps. Il leur demanda de s'asseoir. Victoria sortit l'ordinateur portable. Elle lança la vidéo. Puis l'audio de l'expert médico-légal. Ensuite, elle montra les documents falsifiés, la relation de parenté entre la jurée et le procureur. Enfin, le visage de Marco Yanné. Le silence dura longtemps. Cela, dit Elias, si c'est ce que cela semble être, cela peut non seulement sauver votre père, mais aussi faire tomber une partie du gouvernement. Alors vous allez nous aider ? Demanda Luz. L'homme les regarda une par une. Puis il se leva, marcha vers une étagère, prit une boîte en bois et posa sur la table plusieurs documents. Nous allons rédiger un recours extraordinaire. Il doit parvenir au juge de garde cette nuit même. Et il doit avoir du poids. Pas d'opinion. Des faits. Alma et lui se mirent à travailler ensemble.
Luz prépara des sauvegardes dans le cloud, encrypta les informations et programma une diffusion automatique à la presse si quelque chose arrivait. Victoria rédigea simultanément un communiqué de presse, au cas où le système ne répondrait pas. Les heures passèrent. Les mains d'Alma tremblaient en signant le document final. Il était presque 3 heures du matin. Il restait 6 heures avant l'exécution. Et maintenant ? Demanda Victoria. Maintenant, nous le remettons, répondit Elias. Ils appelèrent un contact au tribunal d'urgence. Un juge était de garde. L'un des rares qui n'avait pas travaillé avec Castanda. Il s'appelait Ruben Heredia. Il avait la réputation d'être inflexible, mais aussi juste. Ils convinrent de se retrouver dans un bâtiment neutre, sans protocole. À 4h15 du matin, une vieille voiture se gara devant un café fermé. Le juge descendit avec un porte-documents et l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Elias s'approcha de lui. Ils se saluèrent sans un mot. Heredia lut les premières pages en silence. Puis les annexes. Puis il regarda la vidéo. L'audio. Les dates. La connexion avec Yanné. Vous êtes en train de me dire qu'on va tuer un homme innocent dans quelques heures ? C'est exactement ce que je dis, répondit Elias. Le juge Heredia referma le dossier. Il respira profondément. Je ne peux pas arrêter cela seul. Mais je peux le porter devant la cour. Si elle accepte de réexaminer, le processus est suspendu. Au moins temporairement. Combien de temps cela peut-il prendre ? Si c'est approuvé en moins d'1 heure, le processus s'arrête. Mais si la cour refuse, il n'y aura pas de retour en arrière. Victoria s'approcha. Et s'il refuse ? Alors partez en courant. Publiez tout. Faites du bruit. Le juge partit sans promesse. Elias les regarda. Il n'est pas certain que nous y parviendrons. Mais nous avons fait ce qui était juste. Il le mérite, dit Alma. Mon père n'est pas parfait. Mais ce n'est pas un meurtrier. Les heures les plus longues de leur vie passèrent. Les sœurs ne se séparèrent pas. Elles ne mangèrent pas. Elles ne dormirent pas. Elles attendirent seulement. À 5h40 du matin, le téléphone d'Elias sonna. Il répondit d'une voix basse. Il écouta pendant 2 minutes. Puis raccrocha. Il les regarda. Ils ont accepté de réexaminer. Il y a une ordonnance de suspension immédiate. Le silence fut absolu. Puis les yeux d'Alma se remplirent de larmes. Luz s'effondra sur sa chaise. Victoria ferma les yeux fortement. Et maintenant ? Maintenant, il faut prévenir la prison. Il sait déjà ? Non. Mais il est vivant. Il était 6h30 du matin. Une demi-heure avant l'exécution. Les filles du silence avaient crié si fort que, enfin, quelqu'un les avait entendues. Et même s'il restait encore du chemin à parcourir, l'horloge leur avait accordé une trêve. L'heure de vérité était arrivée. Mais la vérité, à elle seule, ne suffisait pas. Dans un système rongé par la bureaucratie, la peur et la corruption, la vérité devait courir plus vite que la mort. L'horloge indiquait 6h32 du matin. À l'intérieur de la prison d'État de San Eugenio, le protocole avait déjà commencé. Lucas Santamaria, le visage serein, marchait dans le couloir de la mort, escorté par 2 officiers. Il portait un costume gris sans poche, les mains menottées, et ses pieds semblaient lourds comme si chaque pas le rapprochait de la fin d'une punition qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Il ne tremblait pas. Il ne criait pas. Il avançait avec une dignité plus dérangeante que n'importe quelle supplication. Les gardiens le traitaient avec une froideur presque mécanique. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la résignation. Plus personne ne le voyait comme un homme. C'était une formalité. Un ordre à exécuter. Dans sa cellule, il avait laissé une feuille de papier écrite à la main. Sa dernière lettre. Le directeur, un homme gros, chauve, avec une chaîne en or au poignet et une expression d'agacement, l'avait lu quelques minutes plus tôt et l'avait rangé dans sa poche sans grand intérêt. Lucas ignorait qu'à l'extérieur, ses filles couraient. Il ne savait pas non plus que la cour avait accepté de réexaminer le dossier. La seule chose qu'il savait, c'était que, dans son esprit, les 3 restaient petites.
Il les imaginait en robe rose, jouant dans le jardin pendant que Clara, sa femme, lisait sur le porche. Il revenait dans ce lieu chaque nuit pendant 10 ans. C'était son refuge. Dans la lettre qu'il avait écrite avant de marcher vers la salle d'exécution, il avait laissé une phrase qu'il répétait dans sa tête en avançant. « Pardonnez-moi de ne pas les avoir protégées. Je ne mérite pas leurs souvenirs, mais elles vivront dans les miens. » Dehors, le juge Heredia entra en toute hâte au tribunal supérieur, le dossier sous le bras. 2 fonctionnaires l'arrêtèrent à l'entrée. « Avez-vous rendez-vous ? J'ai une ordonnance de suspension de l'exécution signée par la cour. C'est urgent. » L'un des employés le regarda avec indifférence. « Attendez dans la salle 2. »« Vous êtes fou ? » dit Elias, qui l'accompagnait. « Dans 30 minutes, il tue un homme innocent. » La discussion attira l'attention d'une fonctionnaire d'âge moyen qui s'approcha. « Quel est le dossier ? » Luca Santamaria. Elle pâlit. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis acquiesça. « Suivez-moi. » Pendant ce temps, Victoria, Alma et Luz étaient dans la voiture, à l'extérieur du tribunal. Elles ne pouvaient pas entrer. Leur présence avait été signalée sur plusieurs canaux de sécurité interne. Les caméras les identifiaient comme « personnes d'intérêt » depuis qu'elles avaient commencé à divulguer des documents. « C'est de la folie » dit Luz, en regardant l'horloge. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Victoria prit son téléphone. Elle appela un contact d'une chaîne digitale. Un jeune journaliste, l'un des rares à encore avoir de l'intégrité. « Vous voulez toujours un scoop ? » Ça dépend. Que as-tu ? Une exécution imminente. Des preuves de manipulation judiciaire. Et un réseau de dissimulation politique. Mais j'ai besoin que ça soit publié maintenant. Tu as des noms ? Tous. Donne-moi 10 minutes. Victoria raccrocha. Si on ne nous écoute pas par les voies légales, on nous écoutera par les voies illégales. Je ne sais pas si ça va marcher, dit Alma, la voix brisée. Nous n'avons plus d'autre option. Dans la salle d'exécution, Luca fut accueilli par une équipe de 4 personnes, le médecin, le directeur, un technicien et un témoin autorisé. On lui proposa une dernière cigarette. Il refusa. On lui proposa de l'eau. Il ne la but pas. Dernière parole ? Luca regarda droit devant lui. Il pensa à Clara. Au jour où Alma est née. La première fois que Victoria a dit « Papa ». À Luz accrochée à son cou pendant une tempête. Que jamais plus on ne sépare des frères comme ils ont séparé les miens. Le technicien lui indiqua de s'asseoir. Ils le sanglèrent. Les sangles étaient froides. Le métal de l'appui-tête lui compressait le crâne. Il sentit les électrodes posées sur sa poitrine, ses jambes, sa tête. Il ferma les yeux. À ce moment-là, un assistant du tribunal courait dans les couloirs avec l'ordre de suspension à la main. Il heurta une femme de ménage. Il tomba. Il se releva. Il continua à courir. Le bureau du geôlier se trouvait de l'autre côté du complexe. À l'intérieur du tribunal, Heredia discutait avec un bureaucrate qui refusait de tamponner le document. Sans tampon, ce n'est pas valable. La cour l'a signé. Votre fichu tampon n'est pas nécessaire. Ce sont les règles. Elias se jeta sur le bureau et arracha le tampon à l'employé. Il le posa lui-même sur la feuille. Voilà. Maintenant, remettez-le. Dans la voiture, Luz reçut une alerte. Le journaliste avait publié l'article. Titre en rouge, exécution imminente d'un innocent, des documents divulgués compromettent des hauts responsables. La nouvelle se répandait rapidement. Partagée par des milliers de personnes. Sur les réseaux sociaux, le nom de Luca Santamaria commençait à circuler. Pas comme celui d'un criminel, mais comme celui d'un homme sur le point d'être tué sans justice. Victoria sourit avec rage. Ils ne peuvent plus nous faire taire. Dans la salle d'exécution, le geôlier regarda sa montre. Il restait 6 minutes. Il s'approcha du technicien. Préparez tout. Dans 5 minutes, on y va. Luca gardait les yeux fermés. À cet instant, l'assistant arriva essoufflé à la porte de sécurité. Ordre de suspension. Arrêtez-le.
Le garde de la porte ne savait que faire. Il hésita. Il prit le papier. Le regarda. Il courut vers l'interphone. Monsieur, un ordre de suspension vient d'être apporté. Le geôlier leva la tête. Quoi? Un ordre signé. Tamponné. Le geôlier hésita. Le technicien avait déjà le doigt sur l'interrupteur. On procède ou on arrête? Silence. Lucas ouvrit les yeux. Il écouta. Il ne comprenait pas. Que se passe-t-il? Le geôlier prit l'interphone. Il regarda le médecin. Il regarda le témoin. Coupez tout. Le technicien baissa la main. Les électrodes ne s'activèrent pas. Le silence était absolu. On n'entendait que la respiration haletante de l'assistant, toujours à la porte. Lucas tourna la tête. Suis-je mort? Le geôlier soupira. Pas encore. L'horloge indiquait 6h59. Dehors, les sœurs virent la mise à jour sur le portail d'information. Exécution suspendue par ordre judiciaire. Le tribunal réexaminera le cas de Lucas Santamaria dans les prochaines heures. Victoria ferma les yeux. Luz se couvrit le visage de ses mains. Alma pleura sans dire un mot. Ils avaient réussi. Contre le temps. Contre la peur. Contre tout. Le soleil ne se leva pas immédiatement ce jour-là. Le ciel restait couvert, comme si le monde n'avait pas encore décidé de célébrer ou de se taire. Mais pour Lucas, l'aube était arrivée. Pas avec de la lumière, mais avec de la vie. Ils le ramenèrent à sa cellule. Personne ne parlait beaucoup. Le geôlier lui offrit une couverture. Lucas la prit, non pas parce qu'il avait froid, mais parce qu'il avait besoin de tenir quelque chose. Il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Son esprit mettait du temps à réaliser qu'au dernier moment, la mort s'était arrêtée. Que cette chaise, ce métal glacé qu'il sentait déjà contre son corps, n'avait pas été activé. Il demanda ce qui s'était passé. On lui dit qu'un ordre judiciaire était arrivé. Que le juge hérédial avait signé. Que quelque chose avait changé. Mais personne ne mentionna les 3 jeunes femmes qui avaient couru contre la montre, contre un pays entier, contre tout ce qui était conçu pour l'empêcher de sortir de là vivant. Lucas s'assit dans le coin de sa cellule et pensa à Clara. Si elle avait été vivante, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais il savait aussi que ces filles n'étaient plus les mêmes petites filles qu'il avait laissées cette nuit-là, entre cris et uniformes. Elles étaient devenues des femmes. Et elle l'avait sauvée. Quelques heures plus tard, un fonctionnaire aux lunettes épaisses lui remit des vêtements de rechange et un document. Une décision provisoire, il était libéré sous conditionnel en attendant la révision du procès. Ce n'était pas une justice complète, mais c'était la liberté. Pour la première fois en 10 ans, il sortirait en marchant, et non sur une civière recouverte d'un drap blanc. À l'entrée de la prison, l'air lui frappa le visage comme une gifle. Ce n'était pas le même air. Il ne sentait pas pareil. Lucas prit une profonde inspiration. Il ne pleura pas. Pas encore. Pas avant de la voir. Alma l'attendait près du portail. Elle portait une grande veste, les cheveux attachés et les yeux humides. À ses côtés se tenaient Luz et Victoria, silencieuses, comme si le moment ne pouvait pas encore être touché. Lucas les regarda dans les yeux, une par une. Il marcha vers elle, lentement, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve pour le punir. Alma fut la première à parler. « Papa ?» Le mot s'échappa comme un souffle. Lucas tomba à genoux. Pas par faiblesse. Par gratitude. Par honte. Par amour. Il serra les 3 filles avec une force qui fit trembler tout le monde. Il n'avait pas besoin de parler. Ses pleurs disaient tout. Il pleura comme jamais auparavant. Comme un père qui voit ses filles vivantes après les avoir perdues. Comme un homme qui pensait qu'il mourrait seul, condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. « Je suis désolé, » dit-il en larmes, « je suis désolé de ne pas vous avoir protégé. » Luz le serra fort dans ses bras. « Nous nous sommes protégés seuls. Mais nous l'avons fait pour toi. Et pour maman. » Victoria acquiesça. « Ils nous ont arraché ton nom, mais pas ton souvenir. » Lucas les serra encore plus fort. Comme si,
En les ayant dans ses bras, il pouvait récupérer les années perdues. Ils passèrent le reste de la journée dans un petit appartement loué par Alma. Personne dans la presse ne les avait encore trouvés. Ils n'allumèrent pas la télévision. Ils n'ouvrirent pas les réseaux sociaux. Ils parlèrent seulement de l'enfance qu'elles n'avaient pas vécue ensemble. De la famille qui leur avait été volée. De Clara, la mère que chacune se souvenait différemment, mais qui restait vivante dans les mots du père. Lucas écouta en silence. Chaque histoire était une blessure. Un témoignage d'un système qui non seulement l'avait détruit lui, mais avait pulvérisé 3 filles innocentes. Les cicatrices étaient différentes, mais l'origine était la même, le mensonge. Je ne sais plus qui je suis, dit Alma en regardant par la fenêtre. J'ai vécu avec tant de noms. Je ne savais pas si j'étais folle, dit Luz. Je rêvais de toi sans te connaître. Je pensais que ce n'était que mon imagination. Victoria, qui ne pleurait jamais, se brisa. Je t'ai détesté pendant des années. Parce que je pensais que tu nous avais abandonnés. Lucas s'approcha d'elle. Il lui prit la main. Tu avais tout à fait le droit. Mais je n'ai jamais cessé de vous chercher. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il fut guérisseur. Les jours suivants furent vertigineux. La nouvelle de la suspension de l'exécution devint virale. Les preuves qu'ils avaient collectées circulèrent dans tout le pays. La presse changea son discours. Certains présentèrent des excuses. D'autres préférèrent se taire. Le procureur Castanda fut temporairement écarté de ses fonctions. Marco Yanné, l'homme apparaissant dans la vidéo de la caméra, fut convoqué à témoigner. Quelques heures avant de se présenter, il fut retrouvé mort chez lui. Officiellement, suicide. Officieusement, nettoyage. L'affaire Santa Maria devint un symbole. Non seulement de justice, mais de résistance. Les sœurs refusèrent des interviews pendant des mois. Elles ne recherchaient pas la célébrité. Elles voulaient seulement reconstruire ce que le temps et le pouvoir avaient détruit. Lucas déménagea dans une petite maison à la campagne, loin du bruit. Le gouvernement lui offrit une pension minimale et des excuses publiques qui ne furent jamais concrétisées. Il ne protesta pas. Il avait enfin ce qu'il avait désiré pendant des années, ses filles. Victoria retourna au journalisme. Cette fois-ci avec une voix plus assurée. Elle devint une référence de la presse indépendante. Son premier reportage après l'affaire fut une enquête sur la corruption judiciaire. Il s'intitulait « Quand la justice tue ». Luz créa une plateforme numérique pour dénoncer les abus dans le système d'adoption. Elle utilisa ses connaissances pour protéger les mineurs qui, comme elle, avaient vécu des années sous des réseaux de manipulation et de silence. Personne ne savait qui se cachait derrière ce portail, mais il était craint par ceux qui avaient quelque chose à cacher. Alma a ouvert un petit cabinet avec un seul objectif, défendre les cas d'enfants séparés de leurs frères et sœurs par le système. Ce n'était pas lucratif. Parfois, elle dormait au bureau. Mais elle n'aurait échangé cela pour rien au monde. Les trois ont créé ensemble une fondation. Elles l'ont appelée « Clara », en hommage à leur mère. La mission était simple mais ambitieuse, empêcher que d'autres frères et sœurs soient séparés lors de l'adoption. Elle se battait pour maintenir la famille intacte, même lorsque tout le reste s'effondrait. Lors d'un acte inaugural de la fondation, Lucas a été invité à prendre la parole. Il a refusé. « Je ne veux pas d'applaudissements. Je veux juste que plus personne n'ait à écrire une lettre d'adieu à ses filles. » 2 ans passèrent. Tout semblait avoir trouvé sa place. Les pièces, bien que fracturées, s'étaient accommodées. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. Luz se sentait mal depuis des semaines. Douleur à l'estomac. Nausées. Fatigue extrême. Elle pensait que c'était du stress. Elle ne voulait inquiéter personne. Victoria insista pour qu'elle fasse des examens. Luz accepta. Le diagnostic fut dévastateur. Cancer du pancréas. Le même qui avait tué Clara, leur mère. Lucas arriva à l'hôpital à l'aube. Il la trouva seule, assise sur un lit, regardant par la fenêtre. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ?» Luz sourit, faible.
Parce que je ne voulais pas que tu te sentes à nouveau incapable de nous protéger. Lucas s'assit à côté d'elle. Il prit sa main. Cette fois, je suis là. Et je ne partirai pas. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Bien sûr que si. Je peux rester. Les traitements commencèrent immédiatement. Mais le cancer avançait avec la fureur d'une dette héritée. Alma et Victoria se relayaient pour l'accompagner. Mais Lucas ne quittait pas l'hôpital. Il dormait sur une chaise. Mangeait juste ce qu'il fallait. Il prenait soin de Luz comme lorsqu'elle avait de la fièvre enfant et qu'il la couvrait de couvertures. Comme lorsqu'elle pleurait dans ses cauchemars et qu'il disait que tout irait bien. Un jour, une infirmière lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Lucas, les yeux humides, répondit. Rien d'autre, juste être ici. Avec elle. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte, être. Et c'est ce qu'il fit. Il fut. Jusqu'à la fin. Luz mourut à l'aube, dans le silence, sans alarme, sans machine bruyante, sans témoin, à part son père assis à côté d'elle, lui tenant la main. La lumière faible de l'hôpital illuminait à peine la chambre. L'air était lourd, immobile, comme si même le temps savait qu'il ne devait pas interrompre. Lucas n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il lui avait lu des passages d'un livre que Clara adorait. Il racontait des histoires inventées. Parfois, il parlait simplement du temps ou du goût des biscuits qu'il ne mangeait plus. Elle, depuis plusieurs jours, ne répondait plus par des mots. Mais sa main restait ferme, bien que plus fine, plus froide. Lorsque sa respiration s'arrêta, Lucas ne bougea pas immédiatement. Il se pencha avec précaution, posa son front sur la main de sa fille et ferma les yeux. Il ne pleura pas. Il l'avait déjà fait en silence pendant des semaines, pour chaque regard éteint, chaque vomissement, chaque perte de poids. À ce moment-là, il n'y avait plus rien à verser. Juste un immense silence. Et un amour qui ne mourut pas avec elle. Les sœurs arrivèrent une demi-heure plus tard. Alma tomba à genoux en la voyant. Victoria s'accrocha au cadre de la porte comme si le monde s'effondrait de nouveau. Il n'y eut pas de cérémonie fastueuse. Luz ne voulait pas d'hommage. De son vivant, elle avait demandé à ne pas être enterrée comme une martyre. Juste comme une fille. Comme une sœur. Comme l'une de tant d'autres parties sans avoir eu le temps. Elle fut enterrée dans un petit terrain en périphérie, à côté d'un arbre aux feuilles rouges qui changeait avec les saisons. Sur la tombe, aucune date n'avait été gravée. Juste une phrase qu'elles avaient choisie ensemble. Tu nous as appris que résister, c'est aussi aimer. Lucas passait des journées entières assis devant cet arbre. Parfois avec Alma, d'autres fois avec Victoria, parfois seul. Il remerciait en silence. Pour l'avoir retrouvée, même un peu. Pour ce temps qui lui avait été accordé et qu'il croyait perdu. Pour ne pas être parti sans savoir qu'il avait été aimé jusqu'à la dernière seconde. Un mois plus tard, Alma trouva parmi les affaires de Luz un carnet. Rempli de gribouillages, de dessins et de phrases. Beaucoup parlaient de son enfance perdue, des foyers qui l'avaient blessé, des cauchemars qui ne l'avaient jamais quitté. Mais à la fin du carnet, il y avait autre chose. Un projet. Un croquis d'une maison. Une communauté. Un lieu où les enfants séparés par le système pourraient vivre ensemble. Avec de l'éducation. Avec de la nourriture. Avec des livres. Avec de l'amour. Un lieu où ils ne seraient pas divisés comme des objets. Un lieu où ils pourraient grandir avec leurs frères et sœurs. Un refuge. Une tranchée. Un foyer. Victoria lut à voix haute, la voix brisée. Lucas ne dit rien. Il acquiesça simplement. Ils en ont fait une réalité. Avec l'aide de dons, d'anciens avocats, d'activistes ayant suivi l'affaire Santa Maria et de personnes touchées par l'histoire des 3 sœurs, ils ont créé un centre appelé Casa Luz. Il a été inauguré 1 an plus tard. Il pouvait accueillir 20 enfants. Il recevait des cas judiciaires et travaillait en coordination avec des psychologues, des éducateurs et des juges. La condition pour entrer était simple, que les frères et sœurs ne soient pas séparés. Lucas habitait à proximité. Il y allait tous les matins. Il racontait des histoires. Jouait avec les petits. Préparait du riz au lait.
Chaque fois qu'une fille s'en mêlait dans sa barbe comme ses filles le faisaient bébé, il sentait que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Que Luz, quelque part, était encore là. Victoria continua d'écrire. Alma continua de plaider. Les deux menaient désormais le combat avec plus de force. Car la douleur était devenue un moteur. Et le nom de leur sœur n'était plus évoqué avec tristesse, mais comme une boussole. Des années plus tard, Lucas fut invité à parler lors d'une conférence internationale sur la justice réparatrice. Il refusa. « Je n'ai rien à enseigner, dit-il. Juste quelque chose à se rappeler. » La journaliste qui l'interviewait à sa sortie lui demanda ce qu'il regrettait le plus. Il regarda le ciel, pensif. « Ce que je regrette le plus, c'est que le monde ait échoué à une fille ayant tant à offrir, et que ce n'est que lorsqu'elle s'éteignait que nous avons décidé de l'écouter. » La journaliste fit une pause. « Et qu'a-t-elle fait qui a tout changé ?» Lucas la regarda avec tendresse. « Elle n'a jamais abandonné. Même lorsqu'elle n'avait plus de force. Et elle a appris à ses sœurs à ne pas abandonner non plus. » Le vent soufflait doucement ce jour-là. Les feuilles de l'arbre rouge devant la tombe de Luz tombaient une à une. Lentement. Comme si même la nature savait que certaines absences méritent d'être honorées par le silence. Car au final, ce qu'elles ont fait n'a pas été de sauver leur père. C'était de se sauver elles-mêmes. De sauver les autres. Et d'apprendre au monde qu'il y a des choses que le système ne peut pas détruire. L'amour entre sœurs. La force d'une vérité inconfortable. Et la décision ferme de ne plus se taire. L'héritage de Luz ne resta pas sous terre. Il resta dans chaque enfant qui, depuis, a pu dormir avec son frère dans le même lit. Il resta dans chaque sœur qui n'a pas été séparée de sa sœur par un formulaire. Il resta dans chaque père qui, même s'il ne pouvait pas protéger, a appris que parfois, il suffit d'être là. Rien de plus. Être. Et rester. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de personnes traversent des situations semblables. Nous espérons que la voix de Lucas et de ses triplés restera dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer de vous proposer des récits passionnants chaque jour. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui va bientôt apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent dès maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Un câlin.